J'aimerais que vous faisiez un commentaire sur le côté, justement, comment vous voyez ce que j'appelais la recherche pré-compétitive, c'est-à-dire la possibilité de plusieurs boîtes pharmaceutiques, avec le secteur public aussi, de travailler ensemble pour générer des connaissances. Donc j'aimerais un peu avoir votre... Je pense que, bon, comme je disais au début, je pense non seulement possible, mais c'est absolument nécessaire. Donc c'est assez intéressant parce que je pense que cette question se pose plus dans certains pays que d'autres. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose, un constat que j'ai souvent à travers des projets européens, on travaille des différentes cultures, mais en fait, ça se fait déjà, la recherche publique-privée au quotidien. Au quotidien, dans certains pays, c'est peut-être plus souple, on va dire, que d'autres. Mais voilà, je pense que non seulement c'est important, mais c'est-à-dire, comment dire ça ? C'est exactement ce qui est dans l'optique de la Commission européenne, c'est que vu qu'il y a un grand financement qui est déjà mis en place par des pharmaceutiques, vu qu'il y a déjà des grands financements au niveau national, il faut qu'on travaille tous ensemble et pour qu'il n'y ait pas de redondance entre ce qui est fait dans le privé, ce qui est fait au niveau national, ce qui est fait au niveau international, européen. Donc je pense qu'on va y arriver petit à petit et c'est ça l'objectif de ces initiatives stratégiques, qu'elles soient publiques ou publiques-privées. Donc pour moi, c'est vraiment le futur. Après, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie. La seule chose qui rend difficile, c'est l'humain. Voilà. Donc une fois qu'on a dépassé, parfois, parce que moi je suis confrontée quotidiennement à des chercheurs qui ont une vue très très négative du privé, aussi de la recherche privée, qui pensent à qu'une chose, c'est faire de l'argent. Donc c'est très difficile quand on a des mentalités, je peux dire comme ça, d'avoir cette confiance. Et je pense que des bons exemples qui mis vont être moteurs de d'autres initiatives à grande échelle, aussi dans d'autres domaines sans doute. Ma question portait plus pas le côté public-privé, oui, effectivement, mais le côté interprivé au sein d'initiatives comme IMI. C'est ça ma question. D'accord. Alors moi, je dois vous dire, je n'ai pas d'expérience de comment ça se passe interprivé. Ça fait très longtemps que je fais des projets européens. Et ça fait très longtemps, en fait, pas dans le domaine de la santé, j'ai commencé dans le domaine plutôt, un petit peu santé, mais beaucoup aéronautique, pardon, et aussi dans les technologies de la communication. Et voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire travailler, je vais dire, des concurrents ensemble. Mais je me rappelle d'avoir Microsoft et IBM, d'être obligé de les mettre dans le même partenariat. Donc c'était toujours souhaité, mais c'était très très difficile. Comment ? On sait qui a gagné. Hein. Oui, après, je pense que voilà, la volonté de l'Europe est là. Je me rappelle, c'est la Commission européenne qui a dit s'il n'y a pas les deux dans le consortium, on ne financera pas. Donc, ils sont allés dedans. Et après, c'est vrai qu'après, on essaie de mettre des lots de travail un peu plus étanches pour des questions de propriété intellectuelle. Mais moi, je pense que je ne suis pas industrielle, donc vous le vivez plus vous-même, mais je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble parce que les problèmes sont communs. Et voilà. J'ai une autre question un peu provocante. Par le passé, j'étais impliqué dans mon centre de recherche. On a été impliqué dans un réseau, alors je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était un réseau Marie Curie ou PF7, je ne me rappelle plus les noms, dans lesquels il y avait plusieurs labos académiques européens et nous, GSK France en tant qu'industriel, étaient associés dans un domaine. Et j'ai des souvenirs cauchemardesques, mais vraiment cauchemardesques, qui m'ont dissuadé d'y aller pour une autre fois, sur les aspects administratifs et bureaucratiques. Alors, bien entendu que vous avez dit dans l'introduction que ça s'est simplifié. La question que je vous pose, est-ce que c'est vraiment plus simple parce que nous, on a eu besoin de mettre une personne à plein temps pour gérer les dossiers, les aspects bureaucratiques. On n'arrivait pas à s'en sortir. On avait eu besoin de faire appel à un spécialiste. Je vois plein de sourires là.
La Commission européenne ayant aussi moins de ressources financières, ils ont été obligés de faire un grand streamlining au niveau de leur personnel. Donc ils ont aussi il y a beaucoup moins de personnel, on va dire, plutôt bureaucratique. Ils ont en partie donc externalisé ça dans des agences externes, mais aussi petit à petit, je vois qu'ils ont donné plus d'autonomie au consortium, au projet, que ce soit en Marie Curie, de s'autogérer. Donc c'est-à-dire la Commission maintenant a un petit peu plus le rôle de celui qui fait un contrôle qualité par moment et moins celui qui veut gérer chaque détail, chaque dépense qui rendrait ça très bureaucratique. Donc l'importance donc, pour nous, parce que notre métier c'est aussi de gérer les projets, je pense que notre rôle est encore plus exigeant, demandant, parce qu'on doit gérer les flux des dépenses, on a beaucoup plus d'autonomie sur ça, sur les sorties du projet, la qualité de livrable, et la Commission est moins de demandeurs. Et on sait que donc déjà les règles de financement sont simplifiées, ça change énormément des choses, hein, parce qu'après on ne pouvait pas mettre deux activités ensemble parce que c'était financé d'une façon différente au sein d'un même projet. Donc ça, c'est beaucoup simplifié, et beaucoup plus d'outils en ligne, donc ça facilite aussi les choses. Et il y aura beaucoup plus de souplesse, ce qu'ils disent, de gérer un petit peu plus avant, de modifier son plan de travail, son partenariat, son budget entre partenaires dans la durée du projet. Donc j'ai quand même de l'espoir. Voilà. Question. Au-delà du programme H2020, Oui. je suis toujours étonnée. Au-delà des programmes H2020, je suis toujours étonnée qu'on ne mentionne jamais l'existence des fonds structurels européens, et notamment le FEDER, le Fonds économique de développement régional, enfin, notamment les grands défis maintenant, c'est les articulations interfonds, donc H2020 et Fonds structurels européens, et qui financent des capacités. Alors le Zoom est sur le transfert de techno, la maturation pour la programmation à venir. Ça finance des docteurs, des doctorants, capacité dans toute la plus large dimension du mot. Donc je suis toujours étonnée. Et en plus, ce sont des fonds qui sont quand même mal utilisés. Il y a des remontées à Bruxelles en fin d'année. Et donc je pense que ce sont les conseils régionaux maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Comme c'est géré au niveau régional. C'est pas les services déconcentrés de l'État en région. Mais cela dit, je pense qu'il faut aussi avoir ce réflexe à côté et en parallèle de ces grands programmes H2020, de savoir qu'il y a ce genre de financement qui au niveau régional. Et en plus, on est quand même dans je veux dire, un changement de paradigme, parce qu'il faut articuler à la fois l'Europe, le national et le régional, grande région au niveau européen. Donc je pense qu'il faut quand même aussi aller de plus en plus régulièrement vers ces fonds. Oui, mais c'est chaque région qui décide comment ces fonds vont être utilisés. Donc c'est ça un petit peu la différence. J'ai épluché les programmes opérationnels et je peux vous dire que la majorité des régions axent quand même les financements sur tout ce qui est maturation, transfert de techno et recherche collaborative. Donc voilà. Donc il y a des opportunités. Oui, il y a des opportunités. À peu près, pour 5 ans, pour 20 partenaires, ça paraît beaucoup, 14 millions d'euros, mais finalement, je pense pour 20 partenaires, c'est pas énorme. Est-ce que ces projets ont un vrai impact ? Est-ce que cette somme d'argent peut avoir un vrai impact dans vos recherches pour la découverte d'une nouvelle molécule ? Est-ce que 14 millions d'euros divisé en 20, c'est quelque chose qui peut compter pour vous ? Jorge, Laurent. Pour m'être impliqué avec Galderma dans un des projets de la dernière vague IMI, je ne cherche pas dans mon implication ou l'implication de nos chercheurs dans ce projet-là à en faire sortir une molécule au bout du compte qui va traiter une pathologie. Je cherche à gagner en compréhension dans les mécanismes très précis et encore inconnus du fonctionnement de ces pathologies-là. Donc c'est un investissement et c'est du temps passé et c'est des contributions à des work packages qui sont sur les aspects scientifiques de la compréhension de la pathologie et pas pour trouver une molécule. Ça représente quel pourcentage de votre investissement dans ce type de projet ? Je n'ai pas le chiffre spécialement en tête parce que c'est pas comme ça que je le regarde. Je le regarde par rapport à l'intérêt du projet lui-même, par rapport aux gens qui s'associent pour être dans ce projet-là et
l'échange scientifique et la complémentarité scientifique avec ce que nous, on est capable de faire et ce qu'on est capable d'apporter au projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas en attente de voir ce que les autres font. On apporte notre savoir, on apporte notre technologie, on apporte nos plateformes scientifiques pour justement être dans un système collaboratif. Et en fait, on s'est impliqué sur 2 projets. Il y en a un où c'était très très clair d'entrer sur le fait qu'il y avait un work package où on allait avoir une très très forte contribution. Et puis il y avait un autre projet qui nous paraissait aussi intéressant, mais où l'académique avait l'air de dire j'ai envie qu'il y ait un industriel, mais il fait rien, quoi. Et on lui a dit, je lui ai dit, moi ça m'intéresse pas d'être dans un. Je peux vous apporter des choses, je peux vous apporter ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on soit associé au package toc, parce qu'on peut vous apporter du savoir. On n'est pas juste là pour comme les méchants qui récupèrent la récolte sans avoir planté le terrain avant. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un point que j'aurais fait à Angela un petit peu après la présentation, c'est qu'il y a plein de choses qui me surprennent dans ces projets EMI. C'est qu'on peut être face à des académiques qui ne savent pas vraiment comment ça marche et même pas forcément très bien du tout comment ça marche. Et que très souvent, ils vous appellent le vendredi soir et ils vous disent qu'il faut que le dossier soit bouclé le dimanche soir, quoi. Donc j'ai l'impression que quand vous avez parlé de la prochaine vague diabète, etc., qui viendra en novembre, faites-leur savoir dès maintenant pour qu'ils évitent de m'appeler vendredi soir pour que ce soit prêt le dimanche soir. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours à la bourre, à la dernière minute, comme si on les informait du dossier ou qu'ils avaient accès au dossier à remplir à la dernière minute et que ça doive toujours être fait à la bourre. C'est un constat. Donc je sais pas, il y a peut-être encore des petits rouages à huiler pour faire fonctionner tout ça très très bien, mais c'est déjà très bien. Est-ce que on a la réponse? Non, Angela? Toujours faire appel à nous, parce que notre métier, c'est justement d'éviter de demander la veille au lendemain pour un montage de dossier. Donc, mais je pense que c'est parce que beaucoup d'académies qui passent leur temps à répondre à des appels tout au long de l'année. Voilà. Alors, très clairement, hein, sur le plan politique, la France, qui contribue beaucoup à l'économie européenne, contribue relativement peu aux projets de recherche européens, et y compris les industriels installés en France. Donc je crois qu'on a vraiment tous des progrès à faire dans ce sens. Et c'est vrai que nous, on est vraiment très, très stimulés par le ministère de la Recherche pour essayer d'augmenter la recherche en Europe. Je pense qu'on est quand même en 2e, 3e position quand même pour les projets collaboratifs. Il y a certains domaines où on est particulièrement faible, c'est des projets plus technologiques. Voilà. Mais dans le domaine de la santé, je pense que INSERM est le premier porteur, justement. Donc, voilà.